Mais non, mais... Ils avaient dit qu'ils avaient changé. Mais quoi? Il suffit pas de dire qu'on est gentil pour être gentil? Mais quel scandale! Bonjour tout le monde, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'Afghanistan. Désolé s'il y en a qui en ont un peu marre peut-être de ce sujet. Mais c'est hyper important, les choses bougent beaucoup et rapidement. Donc, évidemment, on en parle ici puisqu'on parle d'actualité. J'ai d'ailleurs mis multicolore alors que je devrais pas. Bref, on s'en fout. On va en parler tout de suite. Je change de scène et on va parler aujourd'hui de plusieurs articles. Notamment de plusieurs articles qui sont tous de la RTBF, mais vous allez voir qui parlent des différentes choses, des différents drames qui sont en train de se produire en Afghanistan. Alors je dis des drames parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots, s'il vous plaît, vous verrez bien. Afghanistan, départ entravé à l'aéroport de Kaboul et des listes noires établies par les talibans, selon un rapport accablant. Alors que les pays occidentaux continuent d'affréter des avions vers Kaboul pour évacuer leurs ressortissants et le personnel ayant travaillé avec eux, l'aéroport est le théâtre de tous les désespoirs. Et de tous les espoirs aussi, hein, du coup, vu qu'ils espèrent monter dans un avion. Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, le départ des Afghans et des Occidentaux est fortement perturbé, voire entravé par les talibans qui constituent des checkpoints, une présence menaçante des talibans lourdement armés. Un parcours du combattant entre la ville et l'aéroport, donc, d'autant plus que les talibans se serviraient de cette foule pour établir des listes noires qui contiennent les noms et adresses d'Afghans ayant travaillé pour le gouvernement déchu ou les Occidentaux selon un rapport. Explication. Eh oui, ils avaient dit qu'ils amnistiaient tout le monde et qu'ils pardonnaient, mais vous savez... c'est le pardon. Dieu dit qu'il faut pardonner son prochain... Mais comme ici, évidemment, ils ne sont pas religieux, bien sûr, eh bien, ils en ont rien à foutre, hein, il faut pas croire. Un rapport accablant. Les talibans intensifient la chasse de tous les individus et les collaborateurs de l'ancien régime, et quand cela ne fonctionne pas, ils ciblent et arrêtent les familles et les punissent, en accord avec leur propre interprétation de la charia. C'est ainsi que débute le rapport du RIPTO, un organisme qui compile des informations stratégiques et qui les fournit aux Nations Unies que la RTBF a pu se procurer. Ah là là, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi ça me rappelle un petit peu, voilà, d'autres gouvernements dictatoriaux. Hein. J'ai même pas besoin de citer le plus célèbre. J'ai envie de dire, c'est un peu classique, quoi. C'est vraiment une façon de faire, finalement. C'est un peu de la fils de puterie, mais... Mais bon, ça marche toujours, quoi. Hein. Dans ce rapport, il est fait mention de l'aéroport de Kaboul où un screening de la foule serait mené par les talibans. Plusieurs rapports démontrent que les talibans ont établi des listes d'individus, numéros de téléphone et membres de la famille d'individus soupçonnés d'avoir collaboré avec les forces alliées. Ces personnes seraient ensuite menacées de mort et ou arrêtées. Des screenings similaires seraient en cours autour de toutes les grandes villes conquises, comme à Jalalabad, où la contestation face aux talibans est forte, ainsi que sur toutes les autoroutes. Les islamistes profiteraient donc de mouvements de population insufflés par les évacuations occidentales pour repérer les Afghans ayant collaboré avec les Alliés. Le rapport indique qu'il est fort probable que la situation évolue vers une fermeture complète du périmètre extérieur de Kaboul dans les prochains jours. Eh ben, ils avaient promis qu'ils laisseraient passer tout le monde, et surtout qu'ils pardonneraient. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Moi je trouve que déjà, rien qu'avec tout ça... Hein, en réalité, on peut remettre en question leur croyance. Vraiment. Genre, à quel point est-ce qu'ils croient en Dieu? Est-ce que quand tu, en fait, changes totalement les préceptes religieux auxquels tu crois pour comment dire, oppresser ou être raciste ou discriminant envers une certaine partie de la population, est-ce que tu es vraiment croyant? Grand débat, je vous en prie, débattez de ça en commentaire. Dès le 16 août, jour de la prise de Kaboul, un Afghan ayant travaillé avec les Britanniques et les Américains a reçu une lettre selon le rapport. Une lettre qui demande aux concernés de se rendre au quartier général de la Commission de l'armée et du renseignement de l'Émirat islamique d'Afghanistan. Jusqu'ici, tout va bien. De fournir des informations sur la nature de votre travail et votre relation avec les Britanniques et les Américains, et qui se conclut par une menace. Si vous ne venez pas au rapport à la commission, votre famille sera arrêtée à la place, et vous en serez responsable. Votre famille sera arrêtée à la place, et vous en serez responsable. Vous êtes coupable de meurtre,
Eh bien, nous allons arrêter votre famille jusque quand vous vous rendrez. Et c'est vous le responsable. Mais putain, mais ça me... Vous et votre famille serez traités sur base de la charia. Et c'est ça, alors cette phrase-là, je l'adore, quoi. Vraiment. C'est qu'en fait, genre, j'ai vraiment l'impression que dans l'imaginaire taliban, sur base de la charia, ça veut dire comme on veut. Mais littéralement, comme on veut. Voilà. C'est-à-dire que tu dois dire... Dans une conférence de presse, quelqu'un te pose la question « Est-ce que vous allez massacrer des manifestants ?» Tu n'as pas envie de dire oui, tu réponds « On va se baser sur la charia pour traiter les manifestants. » Et c'est bon, ça passe, ça passe crème. Tu dis pas oui, tu dis pas non, tu dis « Oh, on se base sur la charia. Hein. » Et comme en fait, finalement, on dirait que c'est eux qui écrivent la charia presque, bah ouais, c'est... Parce que je peux vous dire que à force d'avoir entendu leurs arguments hein, et leurs actions et les justifier sur base de la charia, hein, je peux vous dire qu'ils en font une interprétation extrêmement, mais vraiment tellement large qu'on peut dire que ouais, c'est la charia du 21e siècle par les talibans en fait, hein, c'est pas la charia tout court. Un double barrage filtrant. Outre le screening présumé des talibans, les insurgés retiennent et dissuadent les Afghans qui veulent partir aux portes de l'aéroport. La chaîne de télévision Sky News, qui accompagne une unité militaire britannique, en témoigne. L'accès à l'aéroport est conditionné à un double barrage filtrant. Dans un premier temps, la foule est contrôlée par les talibans qui barrent l'accès à l'aéroport. Ils contrôlent les papiers des Afghans principalement. La foule est dense et un combattant islamiste, debout sur un véhicule, tire des coups de feu en l'air à intervalles réguliers pour stopper l'afflux de personnes, évidemment. Ça calme direct. Hein. Les exilés marchent ensuite entre une colonne de talibans lourdement armés et l'enceinte de l'aéroport, une présence menaçante, rapporte le journaliste de Sky News. Les talibans qui se montrent agressifs et menaçants envers la population, comme le montrent ces images. Alors attention, évidemment. Hein. Alors il n'y a pas de mort, je crois, mais âme sensible quand même. Fort. Mais bon bref, je crois que vous comprenez l'ambiance, je crois que vous la voyez. Une fois ce premier barrage passé, c'est une scène surréaliste qui se dessine. Des militaires britanniques sont à seulement 1 mètre des combattants talibans, séparés par une barrière formée avec des voitures surmontées de barbelés. Ils vérifient à leur tour les documents des personnes souhaitant passer. A priori, la condition pour embarquer dans un avion européen ou américain est de présenter un document qui prouve avoir travaillé avec les chancelleries et les armées occidentales. Et c'est... Je vais le dire comme ça, alors tout le monde sera pas d'accord, mais je trouve ça dommage que ça s'arrête là, parce qu'on pourrait peut-être mesurer justement à quel point les gens sont d'accord avec le régime qui est sur place. Parce que je suis pas sûr que... Je suis pas sûr, voilà, c'est pour ça qu'on pourrait en débattre. Hein. Y en a qui sont persuadés que du coup tout le monde filerait dans les avions parce qu'en fait ils veulent juste quitter ce pays et qu'on aurait des millions et des millions d'Afghans juste qui veulent profiter des bienfaits de l'Occident. Mais moi je crois pas, je crois que justement ces personnes qui fuiraient, eh bien ce seraient réellement des gens qui seraient en désaccord avec le régime et je pense qu'à la première occasion elles rentreraient chez elles. Bref, dans les faits, mais évidemment je le dis, hein, c'est sujet à débat et je veux bien l'entendre, mais je vous présente mon avis personnel. Dans les faits, les soldats ont une certaine marge de manœuvre, toujours selon Sky News. Ainsi, Fatima, une mère dont le mari violent est parti dans les rangs des talibans, a pu passer les barrages. Les États-Unis, le Canada, la France, peu importe le pays, juste pour moi et ma fille, suppliait-elle. En revanche, certains doivent rebrousser chemin, parmi lesquels des enfants et femmes. C'est le cas d'une médecin qui n'a a priori aucun droit particulier qui lui permettrait de quitter son pays. Et ça, je me dis, alors, voilà, genre, autant, voilà, je trouve qu'on puisse faire des choix, etc., d'accord. Enfin, même si moi, je trouve ça triste, hein, mais qu'on choisisse qui puisse revenir et pas, c'est normal. Mais, par contre, waouh, ça doit être hyper dur en tant que soldat, parce que t'as une certaine marge de manœuvre, mais c'est que du coup, t'as aussi, genre... Tu vois, je suppose qu'il y en a qui doivent être plutôt de mon idée, de mon point de vue, et il y a des soldats qui doivent être plutôt de l'idée d'autres personnes, qui pensent que justement, il y en a qui vont profiter. Et ça doit être tellement dur parce que je pense que même ceux hein, qui pensent qu'il y en a qui veulent partir juste pour profiter des bienfaits occidentaux,
Je pense que malgré tout, dire à une personne qui te supplie d'accepter de la prendre, de lui dire non, ça doit quand même être assez difficile. Surtout qu'en tant que soldat, c'est pas forcément... Enfin, je suis pas soldat, mais je pense que ça doit pas forcément être dans les formations, tu vois, le dialogue avec les personnes et le refus en fait, et la violence psychologique aussi parfois, que c'est de refuser à quelqu'un finalement de l'aide, ça doit être super difficile. Une présence menaçante dans les rues de Kaboul. La présence talibane dans les rues de Kaboul se veut aussi dissuasive. Clarissa Ward, journaliste pour la chaîne américaine CNN, en a fait l'expérience. Alors qu'elle arpentait les rues de la capitale sous les coups de feu tirés en l'air, son équipe a été accostée par un taliban visiblement agacé. Pourquoi les Américains mentent et leur disent qu'ils, donc les Afghans, peuvent aller aux États-Unis? Pourquoi ne les laissent-ils pas rester pour aider leur pays? Lance alors le combattant à la journaliste. Et là, j'ai envie de répondre, cher combattant, si tu es assez con pour te poser cette question, sincèrement, mec, genre bordel de merde. Mais réfléchis 30 secondes, espèce de gros con. Si tu regardes cette vidéo, hein? Putain! Dans la foulée, un groupe d'Afghans interpelle l'équipe de télévision pour demander de l'aide. Tous ont des papiers qui attestent avoir travaillé avec les Occidentaux, mais rejoindre l'aéroport leur est impossible. Ils ont tous travaillé dans les bases américaines comme traducteurs et ils ne peuvent pas entrer dans l'aéroport, constate Clarissa Ward, qui doit s'éloigner tant la présence des combattants ponctuée de tirs de sommation se fait menaçante. Une situation difficile, évitable pour les forces de sécurité, difficilement je suppose évitable, pour les forces de sécurité occidentales. Comme on peut observer sur cette carte, l'aéroport est certes sécurisé par les armées de l'OTAN, mais l'accès à celui-ci depuis les chancelleries occidentales est principalement relié à une route qui, elle, est contrôlée par les insurgés. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a l'aéroport, donc... ouais, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment une route principale, donc c'est la merde. C'est la méga merde, et je suppose que la ligne... Ah non, contrôlée par les talibans. Putain, ok, je croyais... Ah oui, oui... Ouais, mais de toute façon, en vrai, hein, même, enfin, je veux dire, même s'ils contrôlaient la route, enfin, les talibans pourraient les intercepter. Là, enfin, bon, laisse tomber. Situation extrêmement complexe, quoi qu'il arrive. Ça, on va pas jeter la pierre. Promesse non tenue. L'obstacle taliban aux évacuations est aussi surprenant qu'il est difficile à contourner. Washington et les islamistes avaient conclu un accord. Tout le monde doit pouvoir passer. La réalité est tout autre. Nous avons vu des informations rapportant que les talibans, contrairement à leurs déclarations publiques et à leur engagement vis-à-vis de notre gouvernement, empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport, déclare Wendy Sherman, numéro 2 de la diplomatie américaine. Dans la foulée, les diplomates américains ont exhorté les représentants des talibans de permettre le départ des citoyens américains, des ressortissants de pays tiers et aussi des Afghans. Promesse non tenue donc, même si Washington le précise, les talibans n'entravent pas l'accès à l'aéroport pour les citoyens américains. En fait, moi je crois que là, en vrai, parce que j'ai eu l'occasion du coup d'y réfléchir un petit peu, et je pense que là les talibans ils testent un peu les limites, vous voyez? Genre, ils regardent à quel point ils peuvent rogner sur les accords qu'ils ont faits et sur. Je crois qu'ils regardent un peu la patience des États, quoi. Donc, alors je dis pas que forcément ça veut dire que les Américains doivent bourrer dans le tas et redéfoncer les talibans, mais je crois qu'en tout cas, c'est une situation extrêmement compliquée parce que. Bah ouais, en même temps, on peut pas laisser les talibans, quand même, dicter comme ça leurs règles, si on veut éviter, j'ai envie de dire, un Syrie 2, en fait, je pense, tout court. Et d'un autre côté, c'est extrêmement complexe parce que bah, les Américains ne veulent pas retourner sur place. Et je vais dire clairement, c'est quand même eux qui sont les initiateurs. Et il faut pas non plus aller trop vite dans l'autre sens. Et ça, je suis assez d'accord. Il faut avoir une certaine mesure. Donc, il faut pas juste bourrer dans le tas sans réfléchir, quoi. Et c'est donc hyper difficile comme choix. Même si les ressortissants afghans sont les plus touchés par l'entrave talibane, la route vers l'aéroport n'est pas une promenade de santé pour les étrangers, comme en témoigne Victoria Fontan, je sais pas, une professeure de français coincée à Kaboul qui n'a jamais pu rejoindre l'aéroport, interrogée par CNN. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que 8 de nos collègues philippins se sont rendus à la porte de l'aéroport qu'ils étaient censés traverser pour prendre un vol. Et il y a eu des coups de feu en l'air. Ils ont montré leurs pièces d'identité et ils n'ont pas été autorisés à entrer. Donc ils figuraient sur le manifeste de vol. Ils avaient tous les documents prêts pour partir et ils n'ont pas été autorisés à entrer par la porte. Ils ont été intimidés par les talibans, puis ils ont dû se retirer vers la base où nous sommes, raconte-t-elle, dans l'attente qu'un hélicoptère soit affrété pour les évacuer. Je sais que j'avais vu un article, je ne l'ai pas pris finalement, je vais essayer de le retrouver, mais j'avais vu un article où il y avait un ressortissant britannique qui était parti, c'est un étudiant en physique, qui était parti à Kaboul
parce qu'il avait envie de se dépayser et il avait le goût un peu du danger, on va pas se mentir. Il avait conscience que c'était risqué et tout. Et en fait, du coup, là, il était bloqué notamment à Kaboul. Parce que il s'imaginait pas que ça allait aller aussi vite, en fait, aussi l'invasion. Il devait partir 2 jours plus tard, donc le seum un peu. Et en fait, le truc, c'est qu'il disait que honnêtement, c'était difficile psychologiquement, en fait, et qu'il se rendait pas compte à quel point ça allait être difficile, parce qu'il a aussi essayé de rejoindre l'aéroport, et au début, il a pas pu. Parce que les talibans empêchaient les gens de rejoindre, et puis du coup il a dû aller se réfugier avec d'autres réfugiés étrangers quelque part dans une base de l'OTAN ou je sais pas quoi, et il disait que ouais il y avait des cadavres et tout, enfin apparemment c'était assez difficile, c'est ce qu'il disait, je rapporte juste. Où en sont les évacuations? Malgré les conditions extrêmement difficiles, les évacuations se poursuivent. L'Allemagne a envoyé 600 soldats à Kaboul pour soutenir les évacuations jusqu'au 30 septembre au plus tard, ce qui a déjà permis l'extradition de 500 personnes, dont un peu moins de la moitié sont des Afghans. Même chose du côté de la France, qui a organisé un pont aérien avec les Émirats. Ce matin, 120 personnes, essentiellement des Afghans, ont atterri à l'aéroport de Roissy. Alors que le Royaume-Uni a déjà rapatrié 306 Britanniques et plus de 2000 Afghans. L'Union européenne aussi suit de près le retour des auxiliaires ayant travaillé pour les institutions. Une centaine a déjà pu entrer sur le territoire, mais il serait encore 300 à attendre à Kaboul. Ces personnes ont loyalement promu et défendu les intérêts et les valeurs de l'Union européenne pendant des années. C'est notre devoir moral de les protéger et de sauver le plus de gens possible, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est en fait un gigantesque pont aérien qui est tracé entre l'Occident et le Moyen-Orient. Une évacuation d'envergure internationale, outre les pays cités ci-dessus, on retrouve l'Espagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, la Norvège, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie ou encore la Roumanie. Des évacuations sous haute tension avec en tête les États-Unis dont le départ du pays a précipité la prise du pouvoir des talibans. Les Américains vont accueillir 30 000 personnes au total, Américains et civils afghans. Via leur base au Koweït et au Qatar, ils ont déjà acheminé plus de 3 000... pourtant, les troupes doivent avoir quitté le territoire pour 31 août prochain, une présence qui pourrait être prolongée selon le président Joe Biden. S'il reste des citoyens américains, nous resterons jusqu'à ce qu'ils soient tous évacués, a-t-il annoncé lors d'un entretien à la chaîne de télévision ABC News. Et donc je vous passe parce ils ont remis tous les articles, donc point par point, pays par pays, de ceux qui sont intervenus. On va passer directement au second article. Parce que, en parallèle de tout ça, évidemment, les Afghans ne sont pas tous du même avis. Il y en a plein qui trouvent cela dramatique, cette invasion talibane. Certains diront la majorité. La réalité, je pense, c'est qu'on n'a pas de chiffres précis et donc c'est assez complexe. Ce qui est sûr, c'est que dans les villes, a priori, une majorité des personnes habitant dans les villes sont contre les talibans, alors que dans les campagnes, les personnes sont plutôt pour. Et donc, dans les villes, surtout, les résistances se créent, et surtout au niveau des femmes. Et ça, c'est assez impressionnant. Les femmes ne se laissent pas faire. Et on va parler un petit peu de tout ça. Le fils du commandant Massoud, tout à fait, les femmes, le drapeau afghan, la résistance face aux talibans s'affirme. Et c'était un peu ce que j'avais d'ailleurs parlé lors de ma précédente vidéo, la toute première que j'avais faite, où je disais que le seul point positif, c'est que ayant maintenant connu un système plus démocratique et aussi plus occidental, peut-être que ces personnes n'accepteront pas en fait ce nouveau régime et qu'ils montreront que les talibans sont peut-être armés mais minoritaires. Mais c'est toujours beaucoup plus facile à dire quand on est loin et on met pas sa vie en danger que lorsqu'on est face à des mecs armés de Kalachnikov et de bazooka. Les talibans ont conquis en un éclair, et d'hélicoptères aussi, parce qu'ils ont volé quelques hélicoptères aux Américains. N'oublions pas. Les talibans ont conquis en un éclair les plus grandes villes afghanes en terminant par Kaboul lundi dernier. Des conquêtes militaires saluées par leurs partisans. Mais le mouvement islamiste n'a pas conquis tous les cœurs. En témoignent les mouvements de protestation ce jeudi 19 août, jour où les Afghans célèbrent le 102e anniversaire de l'indépendance à l'égard de la tutelle britannique, les chefs militaires qui s'organisent et les femmes, journalistes ou politiques, qui gardent la tête haute. Avec un symbole, le drapeau noir vert rouge contre le drapeau noir et blanc des talibans. Du noir, du vert, du rouge, le drapeau aux couleurs de la nation a été brandi par des groupes de manifestants dans plusieurs villes afghanes ce jeudi. Des manifestants qui ont dû faire face à de violentes ripostes de la part des talibans. C'est le cas notamment à Jalalabad, dans l'est du pays, où des centaines de manifestants ont défilé dans les rues avec des vêtements aux couleurs du drapeau national, criaient leur colère ce mercredi déjà.
Certaines personnes sont arrivées avec des drapeaux afghans à la main et ont scandé des slogans comme Vive l'Afghanistan et ont déclaré que le drapeau ne devait pas être profané. Nous les prenions en photo et en vidéo lorsqu'ils atteignaient le rond-point. Alors que je filmais une vidéo, un taliban a commencé à me frapper avec une arme par derrière, rapporte Babrak Amirzada, journaliste pour Pajwok, un média local. Des scènes réprimées par les talibans qui ont tiré dans la foule, 3 personnes seraient mortes selon les médias locaux. On peut le voir sur ces images, les tirs ont provoqué un mouvement de panique dans la population. Regardez ça. Comme ça. Juste parce qu'il manifestait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors je sais pas ce que le mec dit par contre, mais sachez que le Allahu Akbar, je veux dire, ça se dit autant du côté afghan que du côté taliban. C'est pas propre taliban. Hop. Même le gars il se planque, enfin je veux dire, vous vous rendez compte quand même? Le gars est à sa fenêtre et enfin bon bref. Mon cœur est ici pour ce drapeau, ma vie est aussi sacrifiée pour ce drapeau. Je ne quitterai jamais ce drapeau, je suis debout. Tuez-nous, tirez-nous dessus, ils peuvent tirer un maximum de 30 balles. Tuez-nous, tuez-nous, nous ne quitterons jamais ce drapeau, rétorque un habitant de Jalalabad. C'est beau, c'est joli. Enfin, c'est joli, c'est extrêmement triste, mais c'est joli. Des manifestants d'une envergure comparable ont eu lieu à Assadabad. Plusieurs personnes ont également été tuées sous les tirs des talibans. À Kaboul, la capitale, des manifestants ont quant à eux décroché le symbole des talibans, un drapeau blanc frappé de la Shahada, la profession de foi des musulmans. Drapeau remplacé par les couleurs nationales. On peut le voir sur ces images, les manifestants arboraient le drapeau jusque sur leur capot de leur voiture. Ça, quand tu sais que ça, pour les talibans, c'est passible de mort, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Parce que je vois, enfin en tout cas on va dire dans les milieux un peu plus extrémistes, il y en a beaucoup qui parlent de résistance, etc. Mais rendez-vous compte que les talibans, c'est pas genre, enfin je veux dire, c'est un peu comme les SS à leur temps quoi. C'est si tu marches un pied de travers, ils te butent. Et je crois que, enfin, voilà, là ce qu'ils font, ils risquent leur vie les gars. On se rend pas compte, mais ils risquent leur vie quand même. Juste pour mettre un putain de drapeau, enfin je veux dire... Bref. Je crois qu'on a le contexte. Hommage à ceux qui portent le drapeau national en défendant la dignité de la nation, a écrit Amroullah Saleh, qui a annoncé mardi être toujours en Afghanistan et assurer le rôle de président intérimaire légitime après la fuite du président Ashraf Ghani aux Émirats Arabes Unis, rapporte l'agence Reuters. Je sais pas qui c'est lui. Amroullah Saleh. Si quelqu'un a des informations, on peut vite fait faire une recherche Wikipédia, mais j'avoue que j'ai pas cherché. Ah, ministre de l'Intérieur, d'accord, c'est le ministre de l'Intérieur afghan. Le lionceau du Panjshir, l'ex-vice-président Amroullah Saleh. Ah, c'était le vice-président carrément, ok. C'est d'ailleurs retranché dans la province du Panjshir, dans l'est du pays, avec Ahmad Massoud, le fils du défunt commandant Massoud, appelé Lion du Panjshir, qui s'était illustré en combattant l'invasion soviétique et par la suite les talibans. La résistance s'organise, a affirmé le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Dès le 16 août, jour de la chute de Kaboul, Ahmad Massoud appelait les combattants à le rejoindre dans le Panjshir pour préparer la résistance. Dans la revue française La règle du jeu, fondée par le philosophe français Bernard-Henri Lévy. Est-ce que c'était vraiment utile? Du coup, ça veut dire que c'est pas fiable. Mes compagnons d'armes et moi allons donner notre sang avec tous les Afghans libres qui refusent la servitude et que j'appelle à me rejoindre dans notre bastion du Panjshir, qui est la dernière région libre de notre pays à l'agonie, appelait-il. Espérons que ça fasse écho. Hein. Ce jeudi 19 août, Ahmad Massoud s'adressait aux Américains et demandait des armes pour mener son combat. L'Amérique peut encore être un grand arsenal pour la démocratie en soutenant ses combattants Moudjahidine, qui sont à nouveau prêts à affronter les talibans, assure-t-il. Dans une autre tribune publiée par le Washington Post, il assure que son mouvement dans le Panjshir, baptisé Front pour la Résistance, a été rejoint par des soldats de l'armée afghane, dégoûtés de la reddition de leur commandant, ainsi que par d'anciens membres des forces spéciales afghanes.
Mais oui, parce que mine de rien, j'avais aussi lu des personnes qui disaient que bah, c'était logique vu à quel point le système était corrompu, que l'armée se soit effondrée aussi vite. Et ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'effectivement, quand tu as un pays qui est pas hyper stable, que tu as des gens, enfin voilà, c'est important d'avoir une bonne ligne de commandement en fait, hein, pour pouvoir résister comme ça à une invasion d'une telle ampleur. Et donc, je peux comprendre, mais du coup, je comprends aussi que les soldats afghans soient barrés, et j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont effectivement rejoint ces forces armées. Et espérons que là, du coup, ça pourrait être quelque chose d'assez joli, parce que ça pourrait mener à une réunification, entre guillemets, de l'Afghanistan, et peut-être à, allez, je veux dire, si on est optimiste, à finalement une base saine, puisque du coup, ce seront carrément les Afghans qui auront repris le contrôle de leur propre pays. Ce serait quand même quelque chose d'assez joli. Ces femmes qui tiennent bon, c'est surtout ça qui est impressionnant, je trouve. L'arrivée des talibans au pouvoir suscite une inquiétude toute particulière pour la condition des femmes dans le pays. Les femmes doivent être couvertes et les fonctions de pouvoir sont réservées aux hommes. Face à ces préceptes, Zarifa Ghaffari, 27 ans, dirige la ville de Maïdan Shar depuis 2018. Plus jeune personnalité arrivée à ce poste, c'est aussi la première femme maire de sa province, le Maidan Wardak. Déjà menacée pendant la présence des armées occidentales dans le pays, elle vivait à Kaboul pour des raisons de sécurité et effectuait les trajets vers sa localité tous les jours. Aujourd'hui, malgré la menace talibane, elle n'a pas souhaité quitter l'Afghanistan. Je suis assise ici et j'attends qu'ils viennent. Il n'y a personne pour m'aider, moi et ma famille. J'attends juste avec eux et mon mari. Et ils vont venir chercher des personnes comme moi et me tuer. Je ne peux pas quitter ma famille. Et de toute façon, où pourrais-je aller confiait Zarifa Ghaffari quelques heures avant la prise de Kaboul aux médias iNews. La mère qui garde espoir dans la jeunesse. Les jeunes sont au courant de ce qu'il se passe. Ils ont les réseaux sociaux, ils communiquent. Je pense qu'ils vont continuer de se battre pour le progrès et nos droits. Je pense qu'il y a un futur dans ce pays. Mais vous imaginez, vous êtes là, vous pouvez rien faire. Il y a des ennemis partout, littéralement. Et ils veulent juste une chose, c'est te buter. Juste parce que t'étais une personne de pouvoir. Et la mauvaise. Parce que si t'étais un homme, tu risquais rien. Enfin, what the fuck. L'Afghanistan a aussi plusieurs visages féminins, ceux des femmes journalistes qui présentent les informations sur les télévisions nationales. Les talibans avaient indiqué dans une conférence de presse mardi que les femmes pourraient continuer à travailler, notamment. Dans les faits, les femmes avaient disparu de l'antenne dès le lendemain de la prise de Kaboul par les talibans sur la chaîne de télévision publique RTA. La présentatrice, Shabnan Khan Daourna, n'a pas pu travailler. Je voulais retourner travailler, mais malheureusement, ils ne m'ont pas permis de travailler. Ils m'ont dit que le régime avait changé et que je ne pouvais pas travailler, confiait-elle selon les médias afghans Tolo News. Bah oui, c'est normal en Afghanistan, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Une de ses collègues, Khadija, confiait une situation similaire à Tolo News. Il y a eu des changements dans les programmes. Ils ont diffusé les programmes qu'ils désiraient. Il n'y a pas de femmes présentatrices et journalistes. Des journalistes qui demandent de pouvoir travailler de nouveau. La nouvelle direction talibane de la chaîne a promis une décision prochaine à propos de leur travail. Les talibans n'ont, eux, pas encore commenté. Mais putain. En fait, c'est... Allez, comme par hasard, ils n'ont pas changé. Je veux dire, il y a un moment donné, là, pour le coup, c'est pas étonnant, quoi. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que je pensais qu'ils allaient quand même le faire en douceur, vous voyez. Genre changer petit à petit, qu'ils allaient laisser les choses se tasser, mais non, ils y vont directement fort. Et je pense que c'est vraiment, pour tester les limites de la communauté internationale et de voir comment ça va réagir. Parce que, je vois pas d'autres... sinon, ils sont juste cons, en fait. Parce que là, ils jouent avec le feu quand même. Sachant que tous les États ont dit « Ah, si vous dépassez les bornes, on revient. Hein » Donc, à voir. Tolo News, la chaîne privée du groupe Mobi News, a quant à elle tenu bon en permettant aux femmes de tenir l'antenne au lendemain de l'invasion talibane dans Kaboul. Le directeur de l'information, Miraka Popal, affichait sur Twitter en anglais la résistance face aux talibans. Et ça, mais voilà, et ça par exemple, voilà, pour tous ceux qui pensent que les Afghans ne résistent pas, il y en a plein qui résistent. Il y en a plein, et ça, c'est de la résistance. Quand vous avez des mecs qui peuvent vous buter et que vous risquez votre vie juste parce que vous mettez une femme à l'antenne, c'est de la résistance en fait, hein. Dans la société civile aussi, des femmes font entendre leur voix dans la rue. Beaucoup d'entre elles étaient présentes aux manifestations ce jeudi, jour de l'indépendance de l'Afghanistan. Quelques jours plus tôt, ce groupe de femmes revendiquait leurs droits dans les rues de Kaboul face à des insurgés lourdement armés, avait fait le tour des réseaux sociaux. J'avais vu ça. Alors, le son s'il vous plaît. J'ai vu ça, et tu vois les mecs...
Tu te dis, il y a un mec mais je sais pas combien ils doivent être de talibans, mais genre ils sont une vingtaine de talibans autour d'elle, comme ça. Et il y en a un, il est dans une voiture, avec, vous savez, comme dans les jeux vidéo, quoi. Avec une voiture avec une mitraillette montée dessus. Et tu te dis, mais putain, quoi. Enfin, alors, honnêtement, hein, je sais pas qui aurait les couilles de le faire ici. C'est impossible de savoir. Il y en a qui vous diront qu'ils auraient les couilles et qu'ils ne le feraient en fait jamais dans la situation. Et inversement, il y en a qui vous diraient qu'ils sont hyper flippés, que ce serait impossible pour eux et qu'ils seront les premiers à le faire. Ça, c'est les trucs que tu... Voilà, c'est facile à dire, hein. Je le fais pas avant, mais tu ne peux le savoir que quand tu es en situation. Et encore, ça dépend de où t'en es dans ta vie, de ce que tu as dans ta vie. Quand t'es jeune, par exemple, parfois c'est plus facile de se sacrifier parce que, entre guillemets, t'as rien derrière toi, t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, t'as pas... Alors que quand t'es plus vieux, c'est plus difficile. Enfin voilà, bref. Les talibans sont au courant qu'ils ne peuvent pas nous faire taire et s'ils coupent l'accès à Internet, le monde le saura en moins de 5 minutes. Ils vont devoir accepter qui nous sommes et ce que nous sommes devenus, confiait-elle à l'agence Reuters. Donc voilà, hein. J'avais un dernier article, mais je vous le lis pas, c'est juste pour des informations complémentaires. Il y a une journaliste afghane qui parle un petit peu justement de son parcours. Elle a été interviewée par l'OTAN, il me semble, et elle a donné son avis à l'OTAN. Elle a demandé que la communauté internationale ne reconnaisse pas les talibans à la tête du pays. Et donc, effectivement, c'est intéressant. Si vous voulez des informations supplémentaires, je vous invite à lire cet article pour connaître un peu mieux la condition des Afghans. Bref, l'Afghanistan, ça avance. Et en fait, ça me fait un peu chaud au cœur de voir qu'il y a une résistance qui s'organise. Ça me fait aussi chaud au cœur de voir que, en fait, mine de rien, hein, c'est pas aussi simple. Les talibans ont envahi rapidement. Mais ils n'ont pas réussi non plus aussi simplement à s'imposer en fait. Et c'est pas juste les Afghans qui ferment leur gueule. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour quand même. Je trouve que même les ponts aériens qui se font avec les pays, etc., on voit que les pays font quand même un effort et sont assez fermes aussi dans leurs propos. Alors on verra s'ils les tiennent, hein, parce qu'en politique, il y a beaucoup de gens qui disent des choses mais qui ne les tiennent pas. Hein. On verra s'ils les tiennent, mais c'est hyper intéressant justement de voir que là, pour le moment, les talibans, ils sont dans une position vachement équilibriste. Et à tout moment, ils peuvent tomber aussi vite qu'ils sont montés au pouvoir. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, bien entendu. À vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.